Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Passation de service entre le président sortant de l'OFNAC et le nouveau président Moustapha Ka qui promet de poursuivre les efforts pour renforcer la lutte contre la fraude et la corruption. Il salue également le travail de l'équipe sortante. Campagne de commercialisation de l'arachide. Les opérateurs et les transporteurs crient leur ras-le-bol et déplorent les conditions de travail. Ces derniers estiment que plusieurs camions sont toujours stationnés et attendent de décharger. Ils ne comprennent absolument pas ce qui se passe en cette campagne. Selon eux, l'État doit réagir. Et puis à Touba Mbaké, les mécaniciens ont mis en place une organisation pour obtenir de l'État des offres d'emploi. Ces artisans ont élaboré des stratégies pour mieux défendre leurs intérêts. En sport, veille de match Sénégal-Bénin, les Lions effectuent donc leur dernière séance d'entraînement, Pape Bouna Diaw qui estime que l'équipe est prête. La mission est simple, gagner, terminer premier du groupe. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal n'exclut pas de faire des changements dans son 11 de départ. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. OFNAC, passation de service entre le président sortant et le nouveau président. Moustapha Ka félicite l'équipe sortante et promet de poursuivre les efforts pour renforcer la lutte contre la fraude et la corruption. La nouvelle équipe entend se mettre vite au travail. Catherine Sigando, Rachid Ahmed Diouf. L'OFNAC ouvre aujourd'hui une nouvelle page de son histoire. La passation de service marque officiellement le passage de témoin entre l'équipe sortante et la nouvelle direction, dans un contexte d'attente forte en matière de transparence et de bonne gouvernance. Le président sortant, Serigne Bassirou Gueye, s'est dit satisfait du travail accompli durant son mandat, saluant l'engagement et les efforts consentis par son équipe. En réalité, le 29 décembre 2022, c'est-à-dire 3 ans jour pour jour, j'avais 2 sentiments. Un sentiment de satisfaction et un sentiment d'inquiétude. Un sentiment de satisfaction parce que je venais d'être nommé par la plus haute autorité, le président de la République, à une haute fonction qui constituait le prolongement de ce que je veux dire, de ce que j'ai fait dans ma vie. De son côté, le nouveau président de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, Moustapha Ka, a reconnu le travail abattu par son prédécesseur et l'ensemble de son équipe, soulignant les acquis obtenus au cours des dernières années. Je tiens également à saluer avec respect et reconnaissance l'action du président sortant, mon collègue et ami Serigne Bassirou Gueye. Sous son leadership, l'OFNAC a consolidé ses fondations institutionnelles, affirmé sa crédibilité et posé les jalons importants dans la prévention, première mission de l'organe anticorruption, dans la détection et la dénonciation des pratiques de fraude et de corruption. Conscient de la lourde responsabilité qui lui est confiée, Moustapha Ka a promis de s'inscrire dans la continuité en suivant les pas de ses prédécesseurs tout en insufflant une nouvelle dynamique à l'institution. Aujourd'hui, en tant que membre, nous devons être conscients de la lourdeur de la tâche, compte tenu de la qualité mais également de la quantité des assujettis sous l'empire de cette nouvelle loi à la déclaration de patrimoine, mais également au suivi et à la mise à jour de ces dites déclarations de patrimoine. Cette passation de service symbolise ainsi un nouveau départ pour l'OFNAC, appelé plus que jamais à jouer un rôle central dans la promotion de l'intégrité, de la transparence et de la bonne gouvernance au Sénégal. L'OFNAC.
Catherine Sigandour, campagne de commercialisation de l'arachide des opérateurs et des transporteurs déplorent leurs conditions de travail. Des camions stationnés depuis 10 jours ne peuvent toujours pas décharger. Selon eux, chaque minute perdue impacte sur leur activité. Ils invitent les autorités à réagir pour sauver la filière arachide. Sékou Diallo Assoumay. C'est le blocage total pour la campagne arachidière. Il y a un grand retard au niveau des paiements, d'autant plus que plus de 20 milliards entre les camions qui sont en attente et la quantité de graines déchargées. Et au niveau national, la Sonacos n'a payé que presque 7 milliards. Il y a un problème au niveau de la campagne. Les opérateurs n'ont pas bénéficié de financement. Au niveau de l'État, on nous doit à peu près un peu moins de 200 milliards dû aux dettes aux arriérés des campagnes agricoles passées. Et que les conditions de déchargement, les chauffeurs nous l'ont dénoncé. Ici, il n'y a pas de toilettes. Les attentes sont longues. On nous parlait de 48 heures, 72 heures pour les attentes. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 10 jours d'attente. Au niveau des paiements, on nous disait qu'il y a au moins 48 heures parce que nous sommes dans un système qu'on appelle carreau usure, c'est-à-dire la livraison directe. Normalement, si vous déchargez, vous ne devez pas rester plus de 2 à 3 jours sans pour autant recevoir vos chèques. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 2 semaines sans pour autant être payés. Sur le terrain, la situation est devenue insupportable chez les transporteurs. J'ai fait ici 11 jours. Nuit et jour, nous sommes là. Et ici, les conditions de vie sont tellement insupportables. Il n'y a ni eau ni toilette. Nous et nos apprentis, nous sommes obligés d'aller dans la brousse pour satisfaire nos besoins naturels. Les dépenses sont aussi insupportables. Aujourd'hui, ces acteurs clés de l'économie rurale se sentent abandonnés. Ils ne demandent pas l'aumône, mais une organisation d'urgence. Les mécaniciens de Touba et Mbaké ont mis en place une organisation pour obtenir de l'État des offres d'emploi. En Assemblée générale à Mbaké, ces artisans ont élaboré des stratégies pour mieux défendre leurs intérêts. Correspondance à Touba Mbaké, Gorndaklo et Maïsek. Ils se sont réunis autour d'une organisation pour se frayer un chemin dans le monde de la formation professionnelle. Ce sont les ouvriers mécaniques de Touba et Mbaké qui ont mis en place une grande organisation pour plus de considération. Nous attendons beaucoup de l'État, raison pour laquelle nous avons mis en place cette organisation. Nous allons faire le nécessaire pour avoir une légitimité afin de bénéficier des appuis du gouvernement, car nous sommes dans l'ère des nouvelles technologies. Ainsi, plus de 800 ouvriers mécaniques ont déjà adhéré à l'organisation et tendent la main à l'État du Sénégal pour booster les multiples offres d'emploi dans ce département populaire. Actuellement, nous avons réuni les maîtres, mais nous allons laisser la place aux jeunes car ce que nous sommes en train de faire n'est que pour accompagner la jeune génération. Je pense que d'ici peu, nous allons atteindre la barre de 1000 adhérents. En assemblée générale, l'organisation des ouvriers mécaniques de Touba et Mbaké invite le ministère de la formation professionnelle à donner plus de crédit à ces secteurs qui génèrent des milliers d'emplois. Gorndaklo, le syndicat de l'enseignement professionnel technique, a procédé quant à lui à la remise de 266 parcelles à usage d'habitation à 6 militants à ses membres dans la commune de Bambilor. Selon les syndicalistes, la formation professionnelle et technique est le parent pauvre de la politique de l'habitat. Ils demandent à l'État de les intégrer dans le programme d'accès au logement. Voici les explications de Amar Khan, il est le secrétaire général national du syndicat de l'enseignement professionnel et technique. Il est au micro de Bab Karsek. Dans notre secteur, nous avons toujours été laissés en rade dans la distribution officielle qui a été toujours réalisée par l'État. Raison pour laquelle nous, en tant que syndicat, nous nous avertissions tous les jours à chercher les voies et moyens pour que l'intrant qui est l'habitat soit disponible pour nos enseignants. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 5e coopérative, après plusieurs coopératives comme Thiès, comme Ziguinchor, Tamba et Kaolack. Maintenant, ce que nous attendons des gouvernants,
c'est au moins un accompagnement. Parce que tout le monde sait qu'actuellement, il est très difficile, surtout dans la zone de Dakar, d'avoir des logements corrects. Nous attendons vraiment l'accompagnement de notre ministère de tutelle, mais aussi des autres ministères associés. Oui, c'est un appel que nous lançons aux gouvernants, parce que comme je l'ai dit, notre secteur est souvent laissé en rade. Et dans les grandes distributions, dans les programmes de l'État, souvent, c'est les grands syndicats issus de l'éducation nationale qui souvent obtiennent ces parcelles-là. C'est pourquoi nous n'avons pas attendu l'État pour quand même commencer par nos propres moyens à chercher des moyens, à chercher quand même des parcelles pour nos militants. Et voilà une preuve. Aujourd'hui, nous sommes à presque plus de 1000 parcelles distribuées en 7 ans. Et nous continuerons quand même à penser à l'enseignant parce que nous savons que un des intrants pour une bonne éducation et pour une bonne formation reste l'habitat, et un habitat correct. Un prélude de la Coupe du Monde des boulangers, prévu d'ailleurs du 17-21 janvier 2026 à Paris. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal a été reçue par la Socomafu. L'objectif est de renforcer les capacités des acteurs pour assurer une bonne participation du Sénégal. Voici les explications d'Amadou Keigne, le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Il est au micro de Baba Ndiaye. Nous ne pouvons ignorer le contexte actuel de la boulangerie sénégalaise. Notre secteur traverse des moments de turbulence et de difficultés économiques majeures. Cependant, malgré ces défis, la FNBS a fait un choix clair, celui de la résilience et de l'excellence. Nous refusons de nous laisser abattre par la conjoncture. Au contraire, nous avons décidé de porter haut le savoir-faire de nos jeunes talents, de nos jeunes artisans. Cette qualification pour la Coupe du Monde de la boulangerie à Paris est la preuve que la boulangerie sénégalaise est une filière d'élite, capable de rivaliser avec les plus grandes nations. Le Sénégal ne va pas à Paris simplement au cœur de la capitale française, mais l'enjeu est aussi diplomatique et institutionnel. À la veille de cette compétition déjà, je vous donne l'information, la CAF, la Confédération africaine de la boulangerie, franchira déjà une étape historique en adhérant officiellement à l'Union internationale de la boulangerie internationale. C'est une victoire pour le Sénégal et pour l'Afrique qui s'assoit désormais à la table des décideurs mondiaux du secteur de la boulangerie. Pour la préparation, pour réussir ce pari, nous avons mobilisé une union sacrée. Nous n'avons que 2 sponsors pour le moment, qui depuis des années nous soutiennent. L'union sacrée, c'est la Socomaf. Grâce à Socomaf, nos lions bénéficieront d'experts internationaux à Dakar et à Lille. C'est pourquoi nous remercions toujours vivement le Socomaf d'avoir accepté d'appuyer cette équipe nationale du Sénégal. L'autre union, c'est les Grands Moulins de Dakar. Notre sponsor leader dont l'accompagnement technique et le soutien constant sont les piliers de notre préparation. Le Sénégal qui va donc prendre part à la Coupe du Monde de la boulangerie. Kissel, l'association a célébré la 2e édition du Festival des cultures urbaines à Thilogne, c'est dans le département de Matam. Plusieurs ateliers de formation en écriture de projets slam et le rap ont été organisés. Ce festival vise à sensibiliser les jeunes et les appeler à une prise de conscience sur les enjeux de l'heure. Amadou Martialou. A vibré au rythme du Festival des cultures urbaines, porté par Kissal Association. Pour cette 2e célébration, les acteurs culturels de Ndagawiendou ont mis le curseur sur la formation des jeunes artistes répartis en ateliers. Le directeur du festival est revenu sur l'importance de la manifestation. Là, ce n'est pas la première fois qu'on est ici des festivals, parce qu'on a commencé à initier des festivals depuis les années 2010-2011, mais pas avec le temps et tout. On a vraiment mis une autre facette pour ce festival-là, pour qu'on ait un échange entre la jeunesse, créer vraiment une créativité entre les jeunes et vraiment valoriser nos talents locaux. Pour ces acteurs culturels, les cultures urbaines sont devenues pour eux des canaux de sensibilisation pour conscientiser les jeunes. Parce que tu verras même actuellement, grâce à nos festivals, les gens ils ont pu nous comprendre que
les jeunes, ils devaient être, comment dirais-je, ils devaient être poussés d'aller à l'avant. Pourquoi? Parce que l'éducation envers les enfants. Parce que tu vois des rappeurs, tu vois d'autres artistes qui aident les enfants à se communiquer, qui aident les enfants à bien aussi apprendre les langues, comme soi-disant le salam, la poésie, tout et tout. Ce sont des artistes qui sont engagés là-dessus et qui sont là dans la rue et qui essaient aussi de sensibiliser le village. Maintenant, pour comprendre grosso modo, c'est la culture à la base et la culture qui essaie de fonder un nouveau Tulène avec la nouvelle génération. Cette 2e édition du Festival des cultures urbaines a mobilisé les différents acteurs culturels venus des différents horizons pour apporter la pierre à l'édifice dans l'action des jeunes artistes, suivis d'une caravane et un concert où des artistes de renommée ont pris part. Vous l'aurez compris, place au sport, dernière séance d'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal avant le match face au Bénin. Les hommes de Pape Bouna Thiaw veulent terminer premier de ce groupe D. Cela passe par une bonne prestation lors de ce match. La séance d'entraînement s'est déroulée dans une ambiance donc plutôt calme. Une très bonne ambiance. C'est ce que nous disent nos envoyés spéciaux depuis Tanger au Maroc, Hassanba et Seren Saloudem. Les Lions du Sénégal ont effectué ce lundi leur dernière séance d'entraînement avant le match décisif de la phase de groupe face au Bénin. La séance a débuté à 15h30, heure locale, sous un beau soleil et dans une ambiance détendue, signe de la sérénité qui règne au sein des groupes. Au programme, jonglage et tennis-ballon, sous l'œil attentif du staff technique. L'ensemble de l'effectif était présent pour ces derniers réglages avant d'affronter les Guépards du Bénin. Actuel leader du groupe D, les Lions visent une large victoire afin de conserver la première place et rester à Tanger pour le deuxième tour. L'attaquant Habib Diallo s'est exprimé en zone mixte sur cette rencontre. Après, je ne sais pas, c'est le coach qui décide, donc qui va jouer et qui va rester sur le banc, c'est pas moi qui dois décider. Si c'est Nico ou moi ou il y a Boulaye, il y a Chérif aussi, donc on est nombreux. Après, au vestiaire, on parle entre nous, on est une famille, donc même si un attaquant rate une occasion, des fois ça arrive. Nous, notre souhait, c'est de marquer tout le temps, donc si un attaquant rate une occasion, on ne va pas le blâmer, parce que nous, des fois on rate aussi, donc on se parle entre nous. Sur quoi va se jouer ce match de demain? Sincèrement, je ne sais pas. Le match, c'est demain. Après, nous, on est là pour gagner ce match, pour terminer premier. Donc, on va tout faire pour essayer de gagner ce match. En face, le Bénin vainqueur du Botswana, lors de son tout premier succès dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, espère décrocher au moins un point pour se qualifier parmi les meilleurs troisièmes. Les médias n'ont pu assister qu'aux 15 premières minutes de l'entraînement avant d'être invités à quitter les lieux. Côté tactique, des changements sont attendus en attaque pour apporter plus de fraîcheur à un secteur offensif qui a manqué d'efficacité lors des 2 premiers matchs. Le coup d'envoi de la rencontre est prévu ce mardi à 20h heure locale, 19h à Dakar. Hassan Ba, retenez également que Pape Bouna Thiaw a fait face à la presse. Le sélectionneur de l'équipe nationale estime que son équipe a bien préparé la rencontre. D'après lui, l'intensité sera la clé de ce match. Il n'exclut pas d'ailleurs d'apporter des changements dans son 11 de départ. Le sélectionneur de l'équipe nationale que je propose d'écouter. Oui, bonjour. On a des joueurs compétitifs donc, qui sont prêts. Donc c'est ça, donc le match de demain, ça va demander beaucoup, surtout sur la récupération des joueurs qui sont frais. Donc on aura besoin, parce que quand même on a répété les matchs avec des efforts qui sont vraiment intenses. Maintenant on verra bien, on est en train d'étudier, de voir qu'est-ce qu'on fera demain qui sera la meilleure des choses. L'équipe qui, parce que comme ils ont assez souffert, les joueurs, surtout ces derniers temps. Donc je pense que la fraîcheur va beaucoup jouer dans ce match et aussi rester concentré et déterminé. Ça peut te jouer sur des détails.
Donc voilà, nous, j'espère qu'on sera armés pour pouvoir faire un bon match et obtenir cette victoire. Le sélectionneur du Bénin, lui également, c'était un match difficile avec des absences dont son équipe. Jerno Ron rappelle que l'ambition de son équipe est d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire de la sélection béninoise. Cela passe par des matchs comme celui-ci. Son équipe, dit-il, va tout faire pour décrocher une qualification en huitième de finale. Jerno Ron est au micro également de Hassan Ba et de Céline Saloudem. Le prochain défi maintenant, c'est de confirmer le bon match qu'on a fait, la victoire qu'on a eue contre le Botswana, et de faire un résultat qui nous permet de nous qualifier pour les huitièmes de finale. Donc ça va être possible si on fait un match nul, par exemple demain. Avec 4 points, vous êtes sûr d'être qualifié parmi les meilleurs, 3e. Souvent, avec 3 points aussi, on peut l'être, mais ça dépend après du goal average. Donc on sait que ça va être serré, mais avec ces 3 points, déjà on a bon espoir. Nous avons, comme vous le savez, récupéré les 5 suspendus du premier match et nous avons donc fait des changements dans l'équipe. Et je vais être obligé encore de faire des changements parce qu'on a une blessure. C'est notre demi-défensif, Cécile, qui ne pourra pas commencer le match. Et donc ça c'est dommage parce qu'on avait trouvé un bon équilibre au milieu du terrain. Alors, vous venez d'écouter le sélectionneur de l'équipe du Bénin. Nous parlons donc de sport toujours, mais l'un du football, c'est pour parler bien sûr de la lutte sénégalaise. Birassène est le nouveau président de la Fédération sénégalaise de lutte. Il a remporté l'élection devant Mangado Keba Kanté pour l'ancien président du CNG. L'heure est au travail. Plusieurs projets seront mis en place pour promouvoir la lutte partout dans le monde. Pour ce qui est des JOJ, ils entend trouver les voies et moyens pour assurer une bonne participation des lutteurs. Birassène est le président de la Fédération sénégalaise de lutte. Il est au micro de Mamadi Diouf et de Mafalfal. Les mots sont rares pour exprimer ma joie. Également, n'est-ce pas, mais mon enthousiasme. Et mes remerciements au monde de la lutte, aux acteurs de la lutte particulièrement. Alors, ils ont montré leur grandeur pour prouver et montrer à tous les Sénégalais que la lutte sénégalaise, elle est là. Elle a besoin d'hommes forts. Elle est là, elle est unie. Elle a besoin de rayonnement. Et le projet de Birassène pourrait certainement, n'est-ce pas, l'amener partout dans le monde. Nous avons également dans le projet, n'est-ce pas, un levier pour dire aux gens que c'est un levier économique très puissant, au-delà même de l'aspect culturel. Parce que nous savons que la lutte, c'est un patrimoine. Les Sénégalais le portent à cœur. Et de cela, nous disons, ce levier économique-là, il faut qu'on le manifeste, il faut qu'on le travaille pour que les lutteurs, les promoteurs, les managers, les entraîneurs et les acteurs, que sont les amateurs, ils trouvent leur compte. La lutte a besoin d'encadrement, a besoin d'être développée. On a besoin d'une lutte démocratique, mais une fédération inclusive également en même temps, mais une fédération très forte, n'est-ce pas, qui pourrait amener le Sénégal, n'est-ce pas, vers des lendemains meilleurs. Et j'ai fait un clin d'œil au JEJ de 2026. Là, c'est un chantier, n'est-ce pas, très, très, très important sur lequel nous allons nous mettre pour préparer davantage et mieux nos athlètes, pour que ces derniers-là puissent amener au Sénégal, n'est-ce pas, des médailles d'or. Nous avons l'expertise, nous avons des lutteurs qui peuvent y aller, mais il faut qu'on les accompagne très grandement. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition dans votre émission. L'invité de la rédaction reçoit ce soir El Hadj Malik Youm, secrétaire général du SAEMS. Nous allons parler de l'éducation rétrospective, j'y arrive, de l'année 2025 dans le secteur de l'éducation. À tout de suite.